Bien sûr, je remercie Laurent Thierry d'être ici pour moi, pour nous tous. C'est un très très grand plaisir. Alain Deloche et moi, depuis 79 que nous avons commencé Médecins du Monde, qui a été créé, je vous rappelle, dans cet amphi, nous avons toujours pensé qu'il y avait différentes spécialités et que la chirurgie plastique était probablement une des spécialités qui méritait le plus d'être développée dans tous les pays dans lesquels nous allons. Et je pense bien entendu à Jean-Marie Servant qui a été longtemps avec nous, à qui on pense, et puis Bernard, et puis la jeune génération qui est là, et je ne vais pas la citer parce qu'il y en a certains que j'oublierai. On va juste commencer, si vous voulez, dans le cadre de l'actualité. Gonzague et Jean-Pierre Lechaud rentrent de Turquie. Vous savez que nous avons fait différentes missions sur la Syrie, nous avons fait venir pas mal d'enfants. Et là, ils reviennent d'une mission côté Turquie. Et j'aurais juste demandé à Jean-Pierre et à Gonzague juste de dire 2-3 mots. Et ensuite, je crois qu'ils ont peut-être quelques cas d'enfants particulièrement dramatiques, et peut-être que ça sera dans le cadre du sujet qu'on abordera ensuite. Jean-Pierre, si tu veux juste nous dire un tout petit mot. Moi, si vous voulez, en vérité, je ne suis pas du tout un chirurgien d'enfants, du tout. Et lorsqu'on m'a proposé ça, j'ai hésité, j'ai dit je ne suis pas un chirurgien d'enfants, j'en connais d'autres, ils sont ici sans doute. Et puis finalement, on m'a préféré, je ne sais pas pourquoi. Et voilà, alors j'y suis parti, et il faut bien reconnaître. Jean-Pierre, je peux te dire pourquoi on t'a... Parce que tu es quand même un peu la Land Rover de la chirurgie, tu as été absolument partout et sur un nombre de conflits considérable. Et là, il s'agissait d'une mission exploratoire. Et si vous voulez, malgré effectivement la Land Rover, je ne sais pas ce que tu as dit là, l'expérience énorme que j'avais, je me suis rendu compte que je n'avais été jamais confronté à des drames comme ça, comme ceux que j'ai vécus avec Gonzague. Ces enfants absolument mutilés, brûlés, épouvantables. Et finalement, ça a été pour moi une initiation. Malgré mon âge avancé, j'ai été encore initié à quelque chose de nouveau. Et ça a été une espèce de drame personnel dont je commence à me rétablir. J'avais amené quelques documents photographiques pour les confier à notre ami Laurent, mais malheureusement ça ne passe pas sur l'appareil, donc je lui montrerai ça en aparté ultérieurement. Voilà, Gonzague peut dire quelque chose s'il le veut. On a vu énormément d'enfants de toute pathologie, en particulier cardiovasculaire, et on va faire un tri prochainement pour essayer de voir ceux qui méritent d'être ramenés parmi nous. Merci. Oui, non seulement je ne suis pas chirurgien d'enfant, mais je ne suis même pas chirurgien du tout, puisque je ne suis pas médecin. Donc moi, c'est surtout l'aspect logistique, organisation et matériel. Alors nous avons fait effectivement 5 missions déjà côté jordanien, pour les mêmes raisons, à la frontière, au camp d'Al-Zatari, à Irbid, à quelques kilomètres de la frontière. Nous avons ramené les enfants, on est opérés ici. Et l'idée était de voir si dans les camps de réfugiés qu'il y avait au nord, c'est-à-dire au nord d'Alep, côté turc, si on pouvait faire la même opération. Alors, je dirais qu'effectivement, on a vu des choses pas très jolies. C'est assez dur. Ceci étant, il y a sur le plan administratif des différences très importantes entre la Jordanie et la Turquie. Il faut savoir qu'en Jordanie, avec difficulté, on a pu exfiltrer des enfants que nous avons ramenés. On a fait une mission de consultation, et nous allons, Inch'Allah, dans un délai rapide, pouvoir faire une mission d'opération. C'est quasiment impossible en Turquie. Les réfugiés, les 350 000 réfugiés syriens en Turquie sont invités. Ils ne sont donc pas réfugiés, ils ne sont donc pas pris en compte par le UNHCR, le Haut Commissariat aux réfugiés de l'ONU, et autrement dit, ils n'ont aucun droit. Les seuls qui sont dans des camps en Turquie ont été récupérés, si je puis dire, par le Croissant Rouge, et sont donc sous l'égide du gouvernement turc. Les camps de réfugiés importants des Syriens au nord sont en Syrie, à quelques kilomètres de la frontière, avec des hôpitaux, et ils font dans une zone dite libérée,
je ne prends pas parti, je dis seulement que c'est sous contrôle de l'armée libre. Il n'empêche que ce que vous avez pu entendre ou voir ce matin dans la presse, je crois qu'il y a tout un article dans Libération là-dessus, les attentats qui ont eu lieu il y a 48 heures, c'était à Régnali, là où nous avons passé 4 jours avec Jean-Pierre. Il y a eu 43 morts et des attaques importantes. 25% des habitants de cette ville turque sont des réfugiés syriens. Et bon, il n'y a pas besoin de faire de dessin, 25% d'une population, c'est très agressif pour les locaux, et ça se passe mal. Nous avons surtout, nous, été en contact, et même essentiellement, avec les Syriens. On a donc, puisque c'était les Syriens qui nous avaient conviés à venir dans cette ville turque, les faibles contacts que nous avons eus avec les Turcs, parce que nous n'étions pas les bienvenus, c'est clair, les ONG internationales. Handicap International en Turquie vient de mettre la clé sous la porte, parce qu'ils ne sont plus les bienvenus. Les Turcs ne veulent pas voir des ONG étrangères travailler en Turquie. Donc les quelques rares Turcs que nous avons eus, je pense à l'hôpital à Taï, c'était limite, quoi. On était à la limite de la médecine, de l'exercice illégal de la médecine, parce qu'on n'a pas le droit d'être là. Voilà, bon, tout ça pour dire, excusez-moi, ça a été un peu long, tout ça pour dire qu'il y a du boulot, et au jour d'aujourd'hui, sur le plan purement matériel et logistique, ce qui est mon travail, je serais plutôt partisan de revenir à nouveau en Jordanie, où ça a marché, et où ça peut continuer à marcher. Alors qu'en Turquie, c'est pas simple. Sans parler du contexte international, les Turcs vont réagir très très vite à ce qui s'est passé il y a 48 heures. Et il sera, à mon avis, impossible de repartir là-bas, dans des conditions safe. Merci. Merci Gonzague. Juste quelques mots avant que Joseph nous règle un petit problème technique sur ton disque dur. Je crois qu'il est parti chercher un autre ordinateur pour ouvrir. Éventuellement, c'est peut-être ce qu'on va faire. Alors, je voulais juste, pour te présenter, Laurent, dire que, enfin, tout le monde le sait, je reviendrai. C'était juste pour préciser les choses, qu'en 2007, tu as effectué une greffe de la partie basse du visage sur ce patient qui était atteint de maladie de Recklinghausen. Ensuite, en 2009, tu as fait la première greffe du visage et des deux mains sur le même patient qui avait été dramatiquement brûlé. Et le 26 juin 2010, la première greffe totale de visage sur un patient atteint également de maladie de Recklinghausen. Je crois, après avoir lu un peu différents articles, que avec ton équipe, tu as déjà fait 7 greffes. Je crois que c'est même plus important que les équipes américaines, notamment l'équipe de Boston. Je crois que il y a une chose aussi, moi qui en tant que chirurgien vasculaire m'a beaucoup impressionné, c'est que je crois que tu fais vraiment des greffes de paupières. Et je crois qu'on va avoir beaucoup de questions à te poser. Alors pour ceux qui ne le savent pas encore, tu as écrit un livre chez Flammarion qui s'appelle « Chaque visage a une histoire », je crois que c'était en 2010. Et 2012, pardon. En 2012, et pour nous, bien entendu, il y a les avancées absolument incroyables que ces gestes laissent rêver, mais il y a aussi toutes ces pathologies que nous voyons là-bas, les pathologies traumatiques, les pathologies de guerre, mais aussi ce que nous discutons souvent ici, qui pour nous, même pour Alain, chirurgien cardiaque, le NOMA, et peut-être qu'on tu auras pas mal de questions là-dessus. Et donc, je te laisserai la parole. J'espère que Joseph va nous régler très rapidement ce problème technique. J'en profite pour vous annoncer que le premier de la vie de la chaîne ne sera pas le 3, mais le 10 juin. Donc, le 10 juin, ça sera Pierre Servant, que vous entendez très souvent à de multiples émissions, qui est un stratège militaire qui nous parlera de la stratégie militaire, le terrorisme, et notamment centré sur le Mali et toute cette région dont il est spécialiste. Je vous remercie de m'avoir invité pour vous parler de ce sujet sur la chirurgie de la face et pourquoi je suis arrivé à ces greffes. Pourquoi c'est une technologie qui est réservée qu'à un
très petit nombre de patients, et particulièrement dans des pays où on peut simplement faire ce type de transplantation. Donc ce n'est pas réservé à l'ensemble de la population. Mais je voulais aussi vous parler de la chirurgie reconstructrice faciale en général et de ce que l'on peut faire et ce que l'on peut apporter à des patients de tout type. La greffe n'est que la partie la plus émergée d'un iceberg qui a été amenée par une longue histoire de chirurgie. Voilà. Alors l'histoire des chirurgiens, on peut passer petit à petit. L'histoire de la chirurgie avant le XVIe siècle, au Moyen-Âge, c'était juste des gens qui coupaient des membres sur les terrains de bataille. Les chirurgiens n'étaient pas médecins, ils étaient au fond de l'amphithéâtre, ils étaient debout. Et puis est arrivé au XVIe siècle ce merveilleux livre, avec la Renaissance, ce merveilleux livre d'André Vézial, De Humani Corporis Fabrica, au XVIe siècle, où on a appris ce que c'était que l'anatomie, qui nous permettait de savoir où étaient les différents éléments et qui nous a permis de faire progresser la chirurgie. Et au XVIe siècle, il y a un personnage célèbre pour la chirurgie plastique, c'est Gaspard Tagliacozzi. Gaspard Tagliacozzi, on voit ici sa statue, il tient à sa main gauche un nez, et il avait inventé une technique qui permettait de reconstruire les nez en prélevant un morceau, un lambeau de peau au niveau de l'avant-bras, que l'on amenait au niveau du nez, la suivante, et on voyait, le patient était maintenu comme ceci pendant 3 semaines, c'était au XVIe siècle, sans anesthésie, il n'y avait pas de comité d'éthique pour vous dire ce qu'il fallait faire ou pas faire à l'époque, au bout de 3 semaines, on sevrait ce lambeau qui permettait ainsi de reconstruire les nez, et qui a été, la greffe italienne a été une des modes de reconstruction de la face pendant très longtemps. Au XIXe siècle, est venue, fin du XVIIIe, début XIXe, est venue avec les conquêtes des Indes une autre technique. Les Maharajas cruels avaient tendance à couper les nez et les oreilles des récalcitrants, la suivante, et il y avait une technique qui était de constituer à prélever un lambeau au niveau du front pour l'amener au niveau du nez. Le Singular Operation, une opération singulière, qui a été publiée dans le Gentleman's Magazine, pas le Lancet à l'époque, ou l'équivalence, en 1794, en fin du XVIIIe siècle. Cette technique a été décrite par Sushrutas. On ne sait pas si Sushrutas a réellement existé, qui est un personnage de l'Inde, mais il aurait décrit toutes ces techniques. Toujours est-il que ces techniques existent. On voit tous les instruments qu'il aurait décrits. Ces techniques existent et elles sont aujourd'hui toujours pratiquées. Ensuite, au XIXe siècle, il y a eu des conflits entre les différentes techniques, entre les méthodes de greffe indienne ou la suivante de greffe italienne. Et voilà un exemple de lambeau frontal tel qu'on le pratique aujourd'hui pour un carcinome, une tumeur du nez, pour reconstruire. Et puis les premières techniques de reconstruction ont été... le mot rhinoplastie a été inventé par Karl von Graeff. Il a inventé le terme rhinoplastique pour reconstruire les nez, où il amenait aussi ces lambeaux qu'il préfabriquait pour pouvoir amener au niveau du nez. Et puis est arrivée la Première Guerre mondiale. Ce sont toujours les conflits qui font progresser, la chirurgie plastique. Première Guerre mondiale, où il y a eu toutes ces gueules cassées qui étaient sur l'ensemble du territoire français, et aussi en Allemagne, mais beaucoup en France. Et c'est Hippolyte Morestin, un personnage qui a été oublié par la suite, qui à l'hôpital de Val-de-Grâce a fait toutes ces reconstructions. Alors Hippolyte Morestin est mort de la grippe espagnole, sujet d'actualité avec le coronavirus et tout ce qu'on voit derrière. Mais si vous allez au Val-de-Grâce, vous verrez tous ces dessins, tous ces moulages qu'il a fait à l'époque. Et déjà à l'époque, eh bien, il faisait des reconstructions tout à fait remarquables. Ceux qui ont vu le film La Chambre des officiers, c'est le personnage joué par André Dussolier, qui est là et qui se pose des questions, qui fait des greffes, ça marche pas. Et il a fait des nombres de publications absolument incroyables, des techniques qui sont toujours utilisées en chirurgie plastique, les excisions itératives, et de nombreuses publications. Et il est mort malheureusement de la grippe espagnole. Par la suite, c'est les anglo-saxons qui ont repris le flambeau, avec Harold Gillis, qui est considéré par les anglo-saxons comme le père de la chirurgie plastique, alors que pour nous, ça serait plutôt Hippolyte Morestin. Et Harold Gillis, lui, a développé, pendant la Première Guerre mondiale, d'abord il est venu se former en France, et puis ensuite il a développé des techniques de lambeaux migrateurs, où il faisait des tubes qui étaient amenés progressivement, où on prélevait un tube de lambeaux. C'était la technique de Tagliacozzi élaborée, évoluée, pour pouvoir reconstruire les faces, la suivante. On voit le mode de reconstruction pour amener des tissus au niveau de la face, pour reconstruire les pertes de substance, les traumatismes de la guerre.
La Deuxième Guerre mondiale, c'est différent. La Deuxième Guerre mondiale, nous n'avons pas ces pertes de substances massives comme les pertes de substances dans les tranchées, mais beaucoup de brûlés, et essentiellement des brûlés de la RAF, qui ont été, pour la plupart, qui ont bénéficié de greffes de peau. Donc la surface, elle est brûlée, mais pas de grandes pertes de substances. Archibald McIndoo, qui a fait faire d'énormes progrès aux connaissances des greffes, et par la suite, d'ailleurs, c'est dans les suites de ces greffes qu'on a commencé à comprendre les problèmes de l'immunologie, parce qu'on a voulu greffer d'un donneur à un receveur, on a vu qu'il y avait des rejets, et qu'il y a eu 2 prix Nobel par la suite, d'abord Medawar, dans les années 60, et puis Joe Murray qui a eu un prix Nobel pour avoir développé les techniques immunologiques, qui n'a jamais réussi la peau, mais qui a fait les greffes rénales, mais qui était chirurgien plasticien à l'origine. Joe Murray, qui est mort donc l'année dernière, j'ai eu le privilège de rencontrer il y a 3-4 ans, c'est un personnage absolument fantastique. Par la suite, toujours la France a amené beaucoup, et c'est Paul Tessier qui a inventé la chirurgie crânio-faciale. Le principe était d'aller à l'intérieur et de déplacer les os de la face que personne ne faisait faire, avec son grand propos, pourquoi pas essayer. Et il a traité différentes malformations, l'hypertaylorisme ici, qui consiste à rapprocher les orbites, et tout ça bien sûr à l'époque sans scanner. Et quand on le voit, il y a des interviews de lui et on voit, et c'était assez fascinant parce que sans scanner, il arrivait à voir ce qui était à l'intérieur. Quand on le voit, il était là, et quand on lui pose la question, il était I have a scan in my head, I can see inside the patients. Et c'est assez fascinant, et on voit ses premiers résultats dans les années 60 où il a révolutionné la chirurgie de la face. Un autre élément qui a permis de révolutionner la chirurgie, qui a permis de changer les paradigmes, comme on dit, c'est la microchirurgie reconstructrice. Alors en 1902, vous savez qu'Alexis Carrel a inventé la chirurgie vasculaire, les anastomoses vasculaires, mais la première réimplantation est faite en 1962 par les techniques de chirurgie vasculaire classique. Il faut savoir que Malte et McCann ont eu à cette époque-là un début de procès pour chirurgie expérimentale humaine. Ils avaient essayé de réimplanter, ils avaient réussi d'ailleurs à implanter un membre supérieur à un enfant de 10 ans. Et c'est surtout les travaux d'Harry Bunke qui, lui, a développé des instruments et des moyens de modification, des instruments à partir des instruments d'horloger pour pouvoir faire des anastomoses de plus petit calibre, des anastomoses de vaisseaux de 1 à 2 mm. Et il a travaillé sur l'oreille de lapin. L'oreille de lapin a une particularité, c'est qu'il y a une artère et une veine qui sont à peu près de la taille d'une artère collatérale digitale. Et il sertissait lui-même ses fils à l'époque, et dans son garage, il était là et il suturait les oreilles de lapin. Et ces techniques ont permis, bien sûr, d'effectuer ces réimplantations, ces grandes avancées de la chirurgie. Et ces réimplantations qui ne sont pas uniquement au niveau des doigts, tout le monde le sait qu'on peut réimplanter les doigts, mais aussi, par exemple, cette jeune femme qui a eu une amputation du scalp. Alors j'ai essayé de mettre les photos un peu plus gore, un petit peu en noir et blanc pour le public non médical, pour éviter. Il y en a quelques-unes qui vous choqueront peut-être un petit peu. Et donc ces réimplantations, on peut donc réimplanter non seulement des doigts, mais aussi des segments de face. Et le scalp, quand il est totalement avulsé, il n'y a pas d'autre solution que de le réimplanter. C'est quand même pour cette jeune femme qui a pu par la suite se marier, avoir des enfants, et qui dit aujourd'hui je ne suis pas défiguré et j'aurais pu être défiguré. Et puis ça c'est des réimplantations. Et puis nos techniques ont évolué. On a grâce aux connaissances anatomiques, on a pu distinguer des endroits où on pourrait prélever des tissus avec une artère et une veine pour l'amener ailleurs. Et c'est ce que je fais moi. Mon plus grosse activité, c'est la microchirurgie reconstructrice, comme par exemple pour reconstruire un sein, où je prélève la peau et la graisse du ventre avec une artère et une veine qui font 1 ou 2 mm de diamètre, sans prélever de muscles, et on prélève l'ensemble, on l'amène au niveau du sein. Ça permet d'avoir une reconstruction sans prothèse, qui est une reconstruction idéale. Et ces techniques permettent de reconstruire par exemple cette morsure de chien, où on prélève au niveau du dos un segment, c'est un lambeau qu'on appelle un lambeau parascapulaire, avec le petit crochet jaune, vous voyez, c'est les petits clans que l'on met sur les vaisseaux qui font 1 ou 2 mm de diamètre, et puis le résultat pour cette réparation. On peut reconstruire des mandibules avec un péroné, un prélèvement du péroné qui va permettre de reconstruire. Et puis... Mais il y a beaucoup de choses là derrière, il y a encore d'autres choses, alors il faut bien que je dise, voilà. Alors le péroné, alors comment est-ce qu'on peut reconstruire donc une mâchoire, une mandibule? C'est une technique qui date des années, fin des années 80, qui consiste à prélever le péroné avec une artère et une veine, qui est l'artère et la veine péronnière. On prélève l'ensemble, comme vous voyez, et on va ensuite modeler ce péroné pour pouvoir refaire la mandibule. Avant, on faisait des greffes osseuses qui marchaient plus ou moins bien, mais qui étaient de petite quantité et qui ne prenaient pas. Là, c'est une transplantation osseuse, une transplantation vascularisée qui permet de reconstruire totalement la mandibule. C'est un classique aujourd'hui de la reconstruction cervico-faciale.
tous les cancers de la mâchoire, tous les cancers du plancher de la bouche sont aujourd'hui, lorsqu'on interrompt une grande partie du péroné, de la mandibule, sont reconstruits par ce type de technique. On peut donc reconstruire les parties osseuses, les parties molles. Ça, c'est une séquelle de brûlure. C'est une jeune femme dont le résultat esthétique n'est pas très mauvais, mais le problème des brûlés, c'est que si vous faites la photo, c'est pas mal, mais ils sont très gênés parce qu'ils ont vraiment le sentiment d'avoir un carcan. Donc cette jeune femme était extrêmement gênée par le fait qu'elle n'arrivait pas à soulever le cou, et donc j'ai enlevé toute la peau et je l'ai remplacée par un lambeau de peau, donc un lambeau avec toute l'épaisseur, donc on a prélevé l'ensemble du dos avec une artère et une veine de chaque côté qui est transplantée au niveau du cou. Il y a un petit défaut au niveau de la lèvre qu'il faudrait que je corrige pour qu'elle puisse complètement étendre, et elle a vraiment le sentiment d'être libérée et de ne plus avoir ce carcan qu'elle avait auparavant. On peut aussi réparer les paralysies faciales par ce type de technique. On va transplanter un muscle et on va transplanter un nerf, ce qui permet à la fois de restaurer la fonction sur ces enfants qui ont une paralysie faciale. Donc une paralysie faciale n'est pas quelque chose d'inéluctable. Lorsqu'on n'a pas pu réparer le nerf facial, lorsqu'il n'y a plus les effecteurs, on peut alors transplanter. C'est un muscle qui est prélevé sur la face interne de cuisse, qui est le muscle gracilis, que l'on transplante au niveau de la face. C'est une technique qui est aujourd'hui classique. C'est dommage qu'on ne voit pas les vidéos parce que on verrait bien que cet enfant arrive à sourire de manière symétrique. Alors, ces lambeaux au niveau de la face, ils ne sont pas suffisants. Il faut savoir associer des techniques anciennes et modernes. Voilà une patiente qui m'était adressée avec un chirurgien qui avait fait un lambeau au niveau de la face, pof, et puis il s'était arrêté là, mais il n'y a toujours pas de nez. Et en fait, c'est l'association des techniques anciennes de lambeaux du frontal et des nouvelles techniques qui nous permettent aujourd'hui de faire des réparations de très haute qualité. Et voilà le type de réparation que l'on peut faire, avec d'un côté un lambeau prélevé sur l'avant-bras pour faire le fond du nez et le lambeau frontal pour faire la superficie. Donc voilà le principe. Ah bah là, il y a des vidéos qui marchent quand même. Donc le principe, c'est de prélever les différents éléments pour reconstruire avec la surface et la profondeur. La profondeur qui est faite par un lambeau qui est prélevé au niveau de l'avant-bras et la surface qui est faite par un lambeau prélevé au niveau du front avec des greffons osseux, des greffons cartilagineux qui permettent de reconstruire totalement quelque chose d'aussi difficile et aussi complexe en 3 dimensions que le nez. Donc voilà l'exemple de la patiente. Il y a encore des petites retouches à faire. On a pu lui reconstruire un nez malgré tout. Un exemple venu d'Afrique, alors ça c'est une belle histoire, ce sont deux pisteurs qui s'occupent de bonobos. Donc les bonobos, c'est les singes qui font partie des singes les plus proches de l'homme, une société très matriarcale, donc je ne sais pas si c'est proche de l'homme ou pas, si c'est une société matriarcale. Un jour je reçois un mail signé Claudine André, on cherche un chirurgien pour réparer 2 Africains qui ont été mordus par des singes. Alors moi je dis c'est un hoax, on va jeter ça à la poubelle, etc. Et c'est ma femme qui me dit mais non, Claudine André c'est réellement quelqu'un qui s'occupe de singes en Afrique. Et donc je vais chercher, je réponds. Et donc il y avait ces 2 pisteurs qui s'occupaient de ces singes, et ces singes avaient été braconnés. Donc les singes étaient devenus agressifs, et quand les singes deviennent agressifs, eh bien ils s'attaquent essentiellement au visage et aux mains. Et donc ils se sont retrouvés avec cet état-là à Kinshasa, les photos qu'ils nous ont envoyées en disant il faut faire quelque chose. Avec une grande perte de substance, et par les techniques que je vous ai montrées tout à l'heure, sans avoir recours à la greffe de face, eh ben, on a pu reconstruire les visages de ces deux jeunes hommes. On les a gardés 6 mois en France, avec plusieurs interventions. Ça a été long, difficile, mais on a pu ainsi les renvoyer chez eux avec une face tout à fait correcte. Ils sont retournés travailler, il y a des petites retouches paraît-il à faire, mais en tout cas ils ont retrouvé le sourire, c'est ça qui est important. Alors pourquoi est-ce que je me suis lancé dans la greffe de face? Parce qu'il y a ce type de patient qui existe, et on ne peut pas reconstruire un certain nombre d'éléments. Ces éléments, c'est quoi? C'est l'orbiculaire des paupières, lorsque c'est totalement détruit, l'orbiculaire des lèvres, ou lorsque l'ensemble des tissus mous de la face sont totalement détruits, nous n'avons pas de moyen de reconstruire. La partie dynamique, eh bien, on ne peut pas le faire. Je vous ai montré une reconstruction du nez, qui est assez spectaculaire, mais c'est quelque chose de statique. Dès que vous voulez reconstruire la totalité des lèvres, eh bien, on n'y arrive pas. Et c'est pour ça que je me suis lancé dans ce protocole de recherche. Alors, l'allotransplantation, donc transplantation qui vient de quelqu'un d'autre, et la chirurgie plastique. Il y avait 2 mondes qui ne se parlaient pas, la chirurgie plastique et la transplantation, bien que je vous ai dit que Joe Murray était chirurgien plasticien initialement.
Et puis avec les progrès de la microchirurgie, les progrès de l'immunologie, s'il y a des donneurs et s'il y a des receveurs, et il y a des receveurs, eh bien il y a une petite place de transplantation de tissus composites. Alors les transferts de tissus composites datent du IVe siècle de notre ère, par saint Côme et saint Damien qui avaient transplanté une jambe d'un serviteur maure et mort. Il était maure, il était noir, il était mort, à son maître. Et il semble que ça ait marché, puisqu'ils ont été canonisés. Ils n'ont pas publié ni dans le Lancet, ni dans le Journal of Medicine, mais visiblement, voilà. C'est les saints patrons de la chirurgie aujourd'hui. Alors, pour la petite histoire, ça a permis il y a eu ensuite un débat sur l'unicité de la race humaine, puisque le donneur était noir et le receveur était blanc. Et il y a eu tout un débat et qui a conclu que la race humaine était unique dans l'Église catholique à l'époque, ce qui date quand même du IVe siècle de notre ère. Tagliacozzi a voulu faire la même chose avec un constitution de nez, en prélevant d'un esclave à son maître en les laissant attacher comme ça pendant 3 semaines. On ne sait pas si ça marchait ou pas. Et puis la première greffe de main date de 1963, pour ceux qui ne savent pas, bien avant la première greffe cardiaque. Elle n'a marché que 3 semaines, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas l'immunologie nécessaire, mais la technique en termes de vaisseaux était suffisante, les vaisseaux étaient suffisamment grands. Il y a eu des essais d'autres choses qui ont été faites, des tendons fléchisseurs, des nerfs, à larynx en 1998, et c'est surtout l'apport de nouveaux médicaments tels que la cyclosporine d'abord, et puis ensuite une trithérapie qui a permis à l'équipe de Jean-Michel Dubernard, dirigée par Jean-Michel Dubernard, ce n'est pas lui qui a fait la chirurgie, mais c'est lui qui l'a dirigée, de faire cette première greffe qui a été assez spectaculaire de main, qui n'était pas une première en tant que telle, mais c'était la première où il y avait suffisamment de médicaments pour pouvoir faire tenir cette main pendant longtemps. Alors vous savez que ce patient finalement est parti un peu dans la nature, droite à gauche, s'est fait réamputer, qu'initialement il s'était fait amputer en braquant une banque, enfin c'est un truc assez sordide, mais ça a permis quand même de développer derrière des techniques grâce à l'association de 3 médicaments, la thymoglobuline, le tacrolimus et le mycophéloïde, le MMF, je n'arrive jamais à le prononcer, qui a permis de faire ces greffes bilatérales pour les 2 mains. C'est vraiment quelque chose qui est irremplaçable. C'est beaucoup mieux que les prothèses myoélectriques, si ce n'est qu'il faut avoir un traitement pour tout ça. Alors il y a eu de nombreuses mains qui ont été greffées. Et puis moi j'ai voulu me lancer dans une autre aventure qui était de la face. Et j'ai travaillé depuis 2001. Ça remonte à plusieurs années, ça fait 13 ans que j'ai essayé de demander l'avis du Comité national d'éthique. On me dit tout ça, c'est pourquoi, ça sert à rien. J'ai été auditionné de manière assez désagréable par le Comité national d'éthique qui ont jugé, alors je ne demandais pas de juger, je demandais de me donner un avis sur ce que ça représentait, la lourdeur, le problème. Et là on m'a dit mais vous faites n'importe quoi, et que si vous lisez le rapport du Comité national d'éthique, qui tient en quelques pages, il n'y a rien sur la vision des religions sur le visage, il n'y a rien sur la philosophie, et vous avez même sur la rubrique philosophique une phrase du genre tout le débat éthique se résume, peut être retrouvé dans le film Les yeux sans visage. Alors pour ceux qui ont vu le film, qui est un vieux film qui date de 1950, c'est un très beau film, enfin c'est comme si je disais la conquête de l'espace se résume à Tintin, on a marché sur la Lune, quoi. C'était un peu court. Mais bon, malgré tout, j'ai quand même continué parce ils ont été d'accord pour dire peut-être dans un certain contexte, si vous faites un protocole, vous pourriez avoir le droit. Donc je me suis enfoncé dans la petite brèche qu'ils avaient laissée pour pouvoir monter un protocole qui posait des questions. La question, peut-on faire une greffe de visage? Mais oui, on peut, mais la question c'est la suivante, c'est doit-on faire? Et le but, c'est de rétablir les fonctions fondamentales de la face, qui ont été détruites, fonctions orbiculus lablalis, les lèvres, obiculus oculi, les paupières, et transplanter la capacité de communication pour finir par la réinsertion sociale. Alors il y a des problèmes techniques, des problèmes immunologiques, des problèmes éthiques, il fallait résoudre, c'est un ensemble. Problème technique, mettre au point les modèles anatomiques, donc quand elle est de nouveau au laboratoire d'anatomie, travailler sur les cadavres, restaurer le corps, c'est un truc très important, c'est pas du tout un problème, c'est vraiment un problème éthique, c'est pour voir est-ce qu'on a le droit de prélever, est-ce qu'il faut restaurer, donc trouver les techniques pour restaurer, pour remettre le don, la suivante, donc faire des masques. Les problèmes de l'immunologie, il y avait beaucoup d'études in vitro, mais toutes ces études in vitro sont faites sur les rongeurs. Alors, les rongeurs ont une particularité, c'est que leur typage HLA n'est pas sur le même groupe, n'est pas sur le même chromosome, ils n'expriment pas les mêmes types de cellules, donc tous ces modèles
donc une certaine valeur qui est tout à fait relative. Alors sur le rat, vous pouvez faire greffer des têtes noires sur des têtes blanches, avec très peu de médicaments, ça marche très bien. Vous faites un peu de cellules souches, c'est super, ça marche, mais ça ne marche pas chez l'homme, et ça ne marche pas sur les primates, et ça ne marche pas sur les gros animaux. Et puis les problèmes éthiques, qui étaient les problèmes de monter un programme de recherche clinique, quels sont les critères d'inclusion, les critères d'exclusion, tout ça est dans le cadre d'un protocole de recherche, et pas uniquement de faire une première. Et la vraie question, c'est une question scientifique, c'est pas peut-on faire, mais doit-on faire. Donc on a mis 10 patients qu'on a sélectionnés, avec des délabrements aussi importants que cela, en liste d'attente, et on en a greffé 7. Certains sont sortis de la liste, mais on en a greffé 7 aujourd'hui, qui est la plus grosse série de patients greffés aujourd'hui, devant l'équipe américaine qui en a greffé 5 à ce jour. Avec des atteintes diverses, des origines diverses, des pathologies qui étaient liées à des traumatismes balistiques, qui étaient liées à des malformations, qui étaient liées à des brûlures. Et donc, les premiers points, ça a été de développer une technique. Alors, c'est un peu plus lent à faire que ce que montre la vidéo. Hein. Ça nécessite quand même un entraînement. La première chose, c'était faire des masques pour restaurer le donneur. Imaginez que vous allez enlever la totalité de la face. Et donc, la vision est absolument... Pour quelqu'un qui fait de la chirurgie de la face, on le supporte. Mais pour quelqu'un qui n'en fait pas, c'est pénible, même pour les gens qui sont habitués à entrer au bloc opératoire, c'est quelque chose d'assez insupportable. Et en particulier pour les familles, il fallait qu'on puisse le réparer. Donc on a fait tous ces masques pour tous les patients. Donc ces masques sont faits pendant que nous faisons le prélèvement. Il y a un prothésiste qui prépare un masque qui doit être un masque mortuaire qui doit ressembler au donneur. La photo que vous voyez ici, c'est après le prélèvement. Donc après le prélèvement, on a restauré la face du donneur, et c'était le donneur à qui on a pris les 2 mains aussi. Donc on l'a rendu comme ça à la famille. C'était pour moi quelque chose de très important. Beaucoup de gens disent pourquoi on fait ça. Je dis parce que le respect que l'on doit aux morts va au-delà de nos pensées religieuses. C'est dans toute l'histoire de l'humanité, on doit respecter les morts. Depuis l'origine, depuis que l'homme a la conscience de sa finitude et de sa mortalité, eh ben, il enterre ses morts, il respecte ses morts. Et pour nous, c'était important pour avoir le don d'obtenir ça. La difficulté, c'est que nous sommes les premiers à prélever dans le prélèvement d'organes, que ça prend du temps, et qu'il faut s'intégrer dans une équipe, et derrière il va y avoir les gens qui vont prélever le rein, le cœur, le foie, et que donc nous on passe devant, et ça pose parfois des difficultés, mais bien organisé, avec l'accord des différentes autorités, eh bien on a pu faire ces différentes greffes. Donc les prélèvements, avec les vaisseaux, la dissection, les différents transplants, voilà, avec la mandibule, voilà comment on transporte dans un bocal, la face, comme quand on transporte un rein. Là ça a été le prélèvement, comment on l'amène, comment on l'amène au niveau de la face. Et pour nous, c'est un organe comme un autre. Pour nous qui font de la chirurgie de la face, c'est un organe comme un autre, comme un rein, comme un foie. Alors ces patients, donc, ils ont eu tous un traitement immunologique, un traitement immunosuppresseur, très important au début et puis plus faible par la suite. Voilà, le chiffre est plus grand maintenant qu'auparavant. En France, il y en a 10, il y en a eu un 3e qui a été fait par l'équipe de Lyon-Amiens. Et puis on voit que ces chiffres augmentent progressivement avec de plus en plus de patients. Aujourd'hui on n'est pas à 18 mais à 23. Et lorsqu'on regarde pourquoi est-ce qu'ils ont été greffés, ce n'est pas pour des défigurations, c'est d'abord et avant tout pour des problèmes fonctionnels. Et les premiers, en plus grand nombre, c'est les problèmes fonctionnels au niveau des lèvres. Et c'est ce que j'avais dit initialement, il faut commencer par les greffes basses pour restaurer la partie fonctionnelle des lèvres, d'où la notion de greffe nez-bouche. Ce triangle, c'est pas le comité d'éthique qui m'a dit il faut faire ça, c'est moi qui leur ai dit c'est ce qu'il faut faire en premier. Le premier cas, bien sûr, vous connaissez, c'était celui d'Isabelle Dinoir que vous venez de voir, et c'était une idée que j'avais donc émise dès 2004 en disant il faut commencer par ça, parce que c'est là où on aura les meilleurs résultats. Mais c'est pas parce qu'on arrive à faire ces greffes qu'on doit faire n'importe quoi. Voilà l'exemple du patient chinois, qui est un patient qui est le 2e greffé au monde, qui est mort par la suite parce qu'il n'a pas eu de suivi comme il le fallait. Alors vous dites, ah, c'est super, il y a une grande perte de substance, on l'a réparé, il est content, il arrive à manger. Sauf que si on regarde bien, les 3/4 de la lèvre sont respectés, et que ce patient, on aurait pu le reconstruire sans avoir recours à un lambeau. J'ai recherché un petit peu où est-ce qu'on pouvait trouver les équivalents. Et j'ai trouvé, ça c'est un cas de Jean-Marie Serment, et j'ai trouvé sur une thèse sur les Noma, puisque les thèses à Saint-Louis sont largement diffusées, ça permet à tout le monde de voir un petit peu le travail. Donc c'est un cas de Jean-Marie Serment, où avec une technique classique de lambeau, la suivante, eh bien il a pu réparer.
Et on voit la comparaison, d'un côté un patient qui est réparé sur une perte de substance à peu près équivalente, sans immunosuppression, et de l'autre côté, avec une immunosuppression, le patient finit par décéder. Donc la frontière est ténue entre la nécessité et ce que l'on doit faire. D'où le problème de la recherche dans lequel on est. Alors la plupart des patients aujourd'hui qui ont été greffés sont des patients qui ont des traumatismes balistiques, qui en pratique civile, la suivante, sont liés à des tentatives de suicide. Donc ça c'est le premier cas américain. Et ça, c'est un de nos cas qui avait été réparé, mais qui n'arrivait pas à ouvrir la bouche. Donc ce patient, c'est pas la défiguration qu'il gênait, c'est qu'il n'arrivait pas à manger et à boire. Dès qu'il essayait de manger et de boire, eh bien, il s'étouffait. Donc il avait une trachéotomie, et il avait une jéjunostomie. Et quelques mois après, là on pourrait le voir, il arrive à sourire, et il n'a plus besoin ni de trachéotomie ni de jéjunostomie. Alors quand j'ai envoyé mon premier article, on me dit voilà, c'est déjà une victoire, on a réussi. Et on nous a dit voilà, donc lui, là, il arrive maintenant. Donc il arrive à sourire. Ça, c'est 2 ans, en fait, c'est 18 mois après. Donc il arrive à sourire de manière un petit peu asymétrique, mais il arrive à manger, il arrive à parler, il n'a plus besoin de trachéotomie, plus besoin de jéjunostomie. Enfin, quand j'ai envoyé l'article en disant voilà, on a enlevé ça, c'est tout. Bah ouais, je trouvais que c'était déjà pas mal, quoi. Il arrivait à. C'est quand même un gros progrès. Voilà un autre exemple de traumatisme balistique qui avait été reconstruit de manière conventionnelle, avec une tête un peu de cochon. Et après la greffe, voilà le résultat qu'on a, avec les difficultés que ça représente, les incongruences osseuses, les difficultés, plusieurs reprises chirurgicales pour avoir ce résultat. Ici, c'est un traumatisme balistique qui n'avait pas été reconstruit après la transplantation. Ici, un autre traumatisme balistique qui avait été reconstruit, mais tout s'était atrophié, il n'arrivait pas à manger correctement. Et on peut comme ça amener des tissus, non seulement de la peau, des muscles, mais aussi de l'os en quantité importante, qui est en reconstruction 3 dimensions, qui sont difficiles à apporter en même temps. Et voilà un petit peu ce que l'on peut faire sur les traumatismes balistiques. Et bien sûr, le prix à payer, c'est le traitement immunosuppresseur. Et voilà ce qu'il ne faut pas faire. Ça a été une greffe totale qui a été faite en Espagne. Mais totale, en fait, ils ont tout pris, mais ils n'ont rien réparé. C'est que le patient, 8 mois après, n'arrive toujours pas à bouger les lèvres et n'arrive pas à bouger les paupières, alors qu'ils lui ont enlevé les paupières pour les greffer. Et non, normalement, il faut que ça puisse se bouger. Donc les autres cas, c'est des cas aussi de brûlure, comme c'est le premier cas américain. La suivante, voilà un cas absolument exceptionnel. Je ne pensais pas qu'il y avait de patients qui n'avaient pas de visage. Bah si, il y avait ce patient-là qui avait eu une brûlure électrique. Et moi j'avais un cas similaire qu'on devait greffer, qui avait eu donc une brûlure aussi importante. Mais malheureusement, on n'a jamais pu le greffer parce qu'on a découvert à cette occasion que la plupart des patients brûlés avaient été immunisés parce qu'ils avaient eu des transfusions, ils avaient eu des greffes de peau, et donc ils se retrouvaient dans une situation fortement immunisée et on n'arrivait pas à leur trouver de donneur compatible. Voilà un exemple de brûlé qui peut arriver avec des brûlures face-main. Donc ça c'est le patient à qui on a pu faire cette greffe face plus 2 mains. Formidable aventure avec toute une équipe. Il y a eu 25-30 chirurgiens qui se sont regroupés. Aucun n'a été payé. Tous sont venus pour le faire avec la greffe de la face et la greffe des 2 mains, avec un patient qui arrivait à bouger et qui était sorti de réanimation quelques semaines après, qui arrivait à bouger les mains, qui arrivait à fonctionner, commencer à lever ses paupières parce qu'on l'avait réparé, et qui malheureusement est décédé d'une infection. Et c'est le problème de tous les greffés, hein, c'est qu'on les met en traitement immunosuppresseur, en plus c'était un brûlé, et donc toutes les infections qu'il avait sont réapparues et il est décédé 2 mois après. Mais ces patients, ils existent. Ça, c'est une patiente qu'on a suivie avec l'équipe de Percy. C'est une brûlure dans un accident de voiture. Ce n'est pas un fantasme. Quelques patients existent. Ils sont exceptionnels, mais ils existent. Malheureusement, elle est morte 4 mois après son traumatisme, alors qu'on était prêt à la mettre éventuellement sur une liste d'attente pour une greffe des 2 mains et de la face, parce qu'il n'y avait pas d'autre solution chez cette jeune femme qui avait 25 ans. Voilà les greffes de peau qui avaient été faites. Alors les greffes sur les brûlés, la difficulté des greffes sur les brûlés, c'est que ce sont des greffes de resurfaçage, et donc on a toujours la difficulté de savoir jusqu'où faut-il aller. Ça, c'est des patients qui ont été traités et qui ont des séquelles. On ne peut pas aller plus loin en termes de réparation. Est-ce que c'est suffisant? Est-ce que c'est pas suffisant? Mais est-ce que ça vaut le coup de tout enlever pour faire une greffe en sachant qu'il y aura un prix fort à payer, qui est le prix de l'immunosuppression, c'est-à-dire les risques de cancer, les risques de rejet, les risques d'infection et tout ce qui va avec. Alors les Américains ont été un peu plus agressifs que moi sur ce genre de sujet, puisque voilà un exemple d'un brûlé sur lequel ils ont fait une greffe avec un beau résultat initial. Je sais que le patient ne va pas très bien au point de vue immunologique, mais cela dit, ce n'est pas critiquable, puisqu'ils sont faits, eux aussi, sont entrés dans le cadre d'un protocole de recherche avec des patients qui ne sont pas les objets de la recherche, mais les sujets de la recherche qui savent qu'on part un peu dans l'inconnu.
La neurofibromatose, qui est un sujet qui est très sensible pour moi. Suivante. Donc le premier cas que j'ai traité, c'est Pascal, qui était un patient que je suivais depuis des années, qui avait été suivi par la plupart des chirurgiens plasticiens parisiens, et des grands noms, et que moi j'avais pris en charge à l'âge de 15 ans en disant je suis plus fort, je vais y arriver, et puis j'ai obtenu extrêmement ce résultat. Et finalement j'ai décidé un jour d'arrêter de l'opérer, de faire juste les paupières, et ensuite de greffer la partie basse. La suivante. La suivante, ça c'est pas très intéressant, je ne sais pas pourquoi il y a ça, voilà. Et donc j'ai enlevé toute la partie basse et je l'ai greffée. Et vous voyez, tous les tissus étaient envahis avec du neurofibrome, avec des tissus extrêmement épais, qui n'étaient pas remplaçables, réparables de manière conventionnelle. Et vous le voilà, en pré-op et post-opératoire, avec un patient maintenant. Ça c'est le deuxième patient que j'ai greffé, une greffe totale, avec les paupières. On enlève une grosse face qui est complètement difforme, on essaie de la remplacer, avec un résultat immédiat qui est pas mal, et surtout un patient qui arrive à avoir les paupières qui fonctionnent, et qui s'est bien réintégré socialement. La suivante. Alors ça, normalement, j'aimerais bien qu'on voit cette vidéo quand même. On peut cliquer dessus. Voilà, donc on voit ce jeune homme en décembre 2006. Donc là, il y a une petite fille qui dit, si vous avez le son, qui dit « Mais regarde le monsieur, maman, regarde le monsieur comme il est moche ». Et donc Pascal, à l'époque, en 2006, on avait réussi à filmer ça. On filmait ça, on faisait un reportage sur un documentaire sur la neurofibromatose. Je ne pensais absolument pas qu'on le grefferait 2 mois après. Je pensais qu'il nous faudrait 2 ans ou 3 ans pour avoir un donneur. Et là, il dit, bah, aujourd'hui c'était pas mal, c'était comme d'habitude. Et en fait, sa sœur dit non, c'était plus sympa que d'habitude. C'est la veille de Noël, donc les gens sont plutôt sympas. Et on regarde un an après, décembre 2007. Donc là, c'est au même endroit. Un an après. Et donc, bah, il n'y a personne qui se retourne. Donc c'est un anonyme dans la foule qui vit bien. Et il a 30 ans. Et puis, on peut fermer ça. Et j'aimerais qu'on voit 2009, il y avoir. Donc, on avait fait un reportage pour comment va-t-il, parce que les gens se posaient la question. Ben, il travaille. Donc, il est totalement réintégré socialement, alors qu'il n'arrivait pas. Donc, il travaille, il est dans une entreprise. Il a été. Bon, alors, c'est un de mes amis qui était patron de cette entreprise. Il me dit j'aimerais bien faire quelque chose. Je dis bah, écoute, il a un diplôme de comptable, donc peut-être faire un poste. Il a passé les entretiens, alors au début tout le monde avait peur, il a passé l'entretien comme tout le monde, et puis bah, ils l'ont pris, quoi, parce que le patron poussait un peu. Mais depuis, ce qu'ils disent, c'est que donc ils étaient un peu dans le back-office, où ils ont tous mal au dos, mal aux yeux, les écrans, etc. Depuis, plus personne ne se plaint de quoi que ce soit. Ça va très bien, et donc c'est vraiment une grande victoire pour lui et pour l'entreprise aussi. Il vient d'acheter son appartement, il m'a envoyé une petite photo de son appartement qu'il venait d'acheter. Et donc voilà, donc quelqu'un qui s'intègre totalement, je crois qu'il rêve que d'une chose, c'est de fonder une famille. Ça, je ne sais pas s'il y arrivera un jour, c'est pas si facile aujourd'hui, mais en tout cas, il est totalement indépendant, totalement intégré socialement. Alors, la suite, c'est quoi? La suivante, peut-être les enfants. Alors le problème de l'enfant, est-ce qu'il y a des indications? Peut-être que oui. Le problème des indications, c'est que pour moi, nous n'avons pas fini la partie recherche chez l'adulte. Et tant qu'on n'a pas clairement établi le pour et le contre, faire rentrer l'enfant qui ne va pas donner son consentement éclairé par définition me paraît difficile, même s'il y a des cas évidents qui me paraissent, évidents en termes d'indication. Alors il faut faire attention parce que toute malformation de la face n'implique pas une greffe de visage. Ça, c'est 2 cas de... ça, c'est à gauche, c'est un cas de Paul Tessier, à droite, c'est un cas de Daniel Marchak. On voit que des grandes malformations peuvent être réparées parce que tout est là. Ce sont simplement des malformations, ce ne sont pas des pertes de substance. Par contre, il y a les indications peut-être dans les neurofibromes, peut-être qu'il faut les greffer plus tôt, je ne sais pas. Et puis, chez ces grands brûlés, où là, les tissus sont détruits, donc il y aura bien un moment où il n'y aura pas d'autre solution. Quand faut-il les greffer? Greffer tôt. Mais si on les greffe et s'ils viennent de l'étranger, il faut savoir qu'il y a un prix à payer qui est le... Quand je dis prix, ce n'est pas le prix argent, c'est le fait d'avoir un traitement immunosuppresseur. Et les greffer chez l'enfant, on sait que le problème, c'est à l'adolescence, le fait qu'ils arrêtent leur traitement à un certain nombre, donc c'est une difficulté. Et
certaines malformations, comme ce jeune homme qui a une malformation artério-veineuse pour lequel il n'y aura pas d'autre solution probablement que de le greffer lorsqu'il aura passé l'adolescence. Alors, l'avenir, c'est quoi aussi? Ben, c'est pas uniquement peut-être la greffe, c'est la médecine régénératrice, hein, c'est le truc à la mode, hein, les cellules souches. D'abord, on peut conserver les organes. Nous, on a fait des expériences sur l'animal qui consistent, on va passer vite, la suivante c'est un peu de science, tout ça, la suivante, qui consiste à prélever des tissus, à les mettre dans une eau, dans une solution extrêmement froide très rapidement. À ce moment-là, il n'y a pas de cristaux de glace qui se forment à l'intérieur. Le tissu est comme vitrifié. Et si on arrive à le remonter en température, il y a un petit passage qui est difficile, et bien on arrive à avoir des tissus qui restent vivants, même après plusieurs mois, sans destruction du collagène. Et on voit la suivante, sur ces images histologiques, qu'il y a une conservation des tissus qui sont qui permettent de penser qu'un jour on pourra mettre des organes dans la cryoconservation pendant des années et qu'on pourra en servir. L'idéal, ça serait d'avoir une espèce de banque, là, comme chez Picard. On ouvre et on choisit les organes dont on aurait besoin. Et pour ça, peut-être que la solution, c'est peut-être de les faire, les organes, la suivante. Et régénérer les organes, vous savez que la salamandre peut régénérer ses organes. C'est couper une membre, ça repousse. Chez nous, c'est pas le cas. Sauf pour ceux qui ont vu Iron Man 3. Il y en a qui l'ont vu. Il y a des membres qui repoussent, c'est absolument fantastique. Mais en tout cas, on peut peut-être essayer de les reconstruire. Alors, on parle beaucoup d'imprimantes 3D avec cellules souches. On n'en est qu'au balbutiement. C'est bien loin de faire penser que c'est encore de la science-fiction, mais c'est quand même de la science, la suivante. Le cartilage d'oreille, on arrive à le construire en 3D dans une boîte de pétri. Le problème, c'est ensuite de le transplanter. Ça fait des années qu'on essaye et on n'y arrive pas. Peut-être qu'on arrivera à faire ça un jour, c'est d'avoir ces faces totalement reconstruites. Ou peut-être autre chose, c'est-à-dire les parties bio-ioniques. J'étais il y a 10 jours à Grenoble, où j'ai vu le professeur Benabid. Vous savez que c'est celui qui faisait la neurostimulation. Et avec l'aide du CEA, il est en train de monter quelque chose d'absolument extraordinaire. Il va faire marcher des tétraplégiques avec des récepteurs, des capteurs, et puis un exosquelette pour pouvoir faire marcher. Et c'est là, quoi. Je veux dire, j'ai vu l'exosquelette en train de marcher, j'ai vu les capteurs de signaux, c'est extraordinaire. Je pense que d'ici 1 an ou 2 ans, il va réussir à faire marcher les tétraplégiques avec un organe externe, bien sûr, un peu comme l'homme qui valait 3 milliards. Peut-être qu'on aura ces organes artificiels comme dans Blade Runner. En tout cas, le passé, c'était ces traumatismes, avec ces résultats qui finalement, ça c'est un des traumatismes que je vous ai montré, qui n'était pas très différent. Mais la greffe de face nous a permis de changer, de faire évoluer, de changer le paradigme. Et il y a aujourd'hui beaucoup de conflits sur la planète, et pas mal de militaires américains qui sont revenus du front, qui sont très endommagés. La suivante, c'est pour ça que les Américains s'y intéressent, c'est quand on voit ce militaire qui a un bras en moins, des doigts en moins et la face en moins. Et là, c'est censé être le plus beau jour de sa vie, puisqu'il se marie, et sa femme aussi. Vous remarquez que lui ne sourit pas, mais elle aussi ne sourit pas. Et le but de toutes nos greffes, c'est d'essayer de redonner du sourire, non seulement aux blessés, mais à ceux qui les entourent. Merci.